On l'appelle la guerre de l'ombre, une guerre entre l'Iran et Israël qui s'est intensifiée ces dernières semaines. Assassinats, morts suspectes, menaces en tout genre, un conflit aux contours inédits qui interroge autant qu'il inquiète. Et pour en parler avec nous, David Khalfa, chercheur à l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être avec nous en plateau. Et également Raphaël Yerushalmi, vous êtes expert en stratégie militaire et ex-officier dans l'armée israélienne. Mais avant cela, avant de parler avec vous, messieurs, retour sur les événements de ces derniers jours. Plusieurs figures et personnalités iraniennes ont perdu la vie dans des circonstances suspectes. Une série de morts non revendiquées, mais les regards se sont immédiatement tournés vers Israël. Les précisions de Luna Guepado. De nouveaux décès, de nouvelles victimes d'une guerre qui ne dit pas son nom. Ali Khamenei était membre de la division aérospatiale des gardiens de la Révolution. Mohammad Abbous, lui, était employé du ministère de la Défense et de la logistique des forces armées. Tous deux seraient morts en mission, en martyrs, comme l'indique un communiqué des gardiens, qui ne donne pas plus de détails. Ces deux noms viennent s'ajouter à la liste des scientifiques et responsables iraniens morts dernièrement dans des circonstances tout aussi suspectes. Le 22 mai dernier, le colonel Sayad Khodaï était tué par balle par deux motards à Téhéran. Il était membre de la Force Quds, l'unité d'élite des gardiens de la Révolution en charge des opérations extérieures. Dès le lendemain, l'Iran accuse Israël et promet de se venger. Il ne fait aucun doute que la main de l'arrogance mondiale peut être vue dans ce crime. J'insiste sur la poursuite sérieuse des tueurs par les responsables de la sécurité et je ne doute pas que le sang de ce grand martyr sera vengé. Si l'État hébreu ne revendique jamais ce genre d'élimination, l'implication israélienne dans cet assassinat a été confirmée par le New York Times. Elle coïncide aussi avec la nouvelle stratégie dite de la pieuvre, vantée par le Premier ministre israélien. L'État d'Israël a pris des mesures contre la tête de la pieuvre terroriste. L'époque de l'immunité, lorsque l'Iran avait l'habitude d'attaquer Israël et de répandre le terrorisme, est révolue. Au cours des dernières semaines, la presse israélienne fait toutefois état de tentatives d'attaque contre des Israéliens en Turquie. Dans ce contexte, le ministre israélien des Affaires étrangères appelle tous les ressortissants israéliens se trouvant dans le pays à le quitter dès que possible. Et David Khalfa, pour que chacun comprenne bien, qu'est-ce qui se cache exactement derrière cette guerre secrète? Est-ce qu'il y a notamment une crainte de la part d'Israël de voir l'Iran se doter de l'arme nucléaire? Oui, cette crainte n'est pas nouvelle. En réalité, ça fait des décennies en fait, que cet affrontement à bas bruit a lieu entre Israël et l'Iran, mais on assiste à une accélération, à une amplification en fait, de cet affrontement qui devient d'ailleurs de plus en plus direct. Une accélération, on l'a bien vu avec la multiplication de ces disparitions, ces assassinats, et une amplification parce que ça ne touche pas simplement en fait, les responsables du programme nucléaire iranien, mais également des officiers supérieurs des gardiens de la révolution islamique. Parce qu'il y avait déjà eu dans le passé des actions de ce type? Oui, il y a eu des actions de ce type par le passé, des sabotages, des assassinats ciblés. Il y a 2 ans, par exemple, un des pères fondateurs, en quelque sorte, du programme nucléaire iranien, Farizadeh, qui a été tué près de Téhéran. Encore une fois, la différence, si vous voulez, c'est que on assiste vraiment à une amplification. C'est-à-dire que ce qui est touché désormais, d'ailleurs, dans la rhétorique israélienne, c'est pas simplement les tentacules, c'est-à-dire donc les miliciens pro-iraniens en Syrie et en Irak, mais la tête de la pieuvre à Téhéran et ailleurs en Iran. Justement, Raphaël Yerushalmi, concernant cette stratégie de la pieuvre de la part d'Israël, dont on parlait à l'instant avec David et qu'on a vu dans le sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler exactement ce que cela signifie au niveau stratégique ? Eh bien, dans l'effort des Israéliens de freiner l'approche des Iraniens de la capacité nucléaire militaire, il y a tout un éventail de possibilités, à commencer par les attaques cyber, par les virus et le sabotage électronique du programme nucléaire, mais aussi, comme on le voit, les éliminations ciblées de personnages clés du programme. L'intensification récente est due à plusieurs raisons. La première, c'est effectivement que les Iraniens sont extrêmement proches d'une première bombe atomique. On parle de quelques semaines seulement, car ils ont plusieurs kilos d'uranium enrichi à plus de 60%. Donc il leur suffirait de très peu de temps pour atteindre une bombe atomique, laquelle il faudrait encore quand même quelques mois
pour avoir technologiquement la capacité de mettre cette bombe sur une ogive d'un missile balistique. Il y a un feu vert des Américains pour mettre la pression sur les Iraniens, car les Américains et les Européens d'ailleurs sont très frustrés de l'attitude iranienne par rapport aux négociations concernant un éventuel accord justement sur le nucléaire iranien. Donc les Américains nous laissent plutôt la main libre, dirons-nous, ça les arrange même peut-être, cette pression. Et puis, une chose qui est assez récente, c'est tout de même une complicité locale croissante que nous n'avions pas toujours au départ. Aujourd'hui, il y a en Iran beaucoup d'éléments qui s'opposent au régime des ayatollahs. Alors, il y a des opposants politiques, hein, comme les étudiants, les forces ouvrières, qui manifestent souvent d'ailleurs au péril de leur liberté ou de leur vie. Il y a une opposition ethnique qui vient du Baloutchistan, avec une résistance armée dans les montagnes. Il y a les Moudjahidines du peuple, qui sont, eux, des résistants armés carrément, véritablement, qui se battent contre le régime des ayatollahs. Et donc, il y a, pour faciliter la tâche, dirons-nous, du Mossad, de plus en plus de complicité locale à l'intérieur même de l'Iran. David Khalfa, que l'on comprenne bien pour aller plus loin, quel est l'objectif final d'Israël avec ces actions ? C'est de ralentir le programme nucléaire iranien, d'empêcher l'Iran de se doter de la bombe. D'ailleurs, en fait, cette stratégie de sabotage, d'assassinat, d'élimination ciblée, elle sert à éviter une double alternative qui serait très compliquée, voire catastrophique. Que l'Iran se dote de la bombe atomique, ou alors le bombardement des sites nucléaires iraniens et qui provoquerait très probablement une guerre régionale. Donc c'est la raison pour laquelle en fait, Israël accélère le tempo, parce que par ailleurs, évidemment, ça correspond aussi à une accélération par le régime iranien du développement de son programme nucléaire, mais aussi de son programme de missiles balistiques de longue portée et des drones d'attaque. Mais ces actions, elles font peur à l'Iran concrètement ou pas ? Elles obligent la République islamique à jouer un jeu qui est très compliqué, parce qu'il y a une fierté nationale très importante en Iran. Le régime aujourd'hui est sur le reculoir. Il y a des contestations, des manifestations dans la rue contre la cherté de la vie. Donc ça, c'est la menace interne pour le régime islamique, bien sûr. Et la menace externe, c'est justement ces frappes qui, encore une fois, mettent le régime sur la défensive. Raphaël Yerushalmi, Israël demande également à ses ressortissants présents en Turquie de quitter le pays dès que possible, puisque derrière cette inquiétude de la part d'Israël plane la menace d'attaques et d'attentats. C'est-à-dire que cette guerre silencieuse, elle peut également s'étendre à d'autres pays, c'est bien cela ? Oui, c'est une guerre qui est menée à tous les niveaux. Alors, il y a ce niveau militaire dont nous venons de parler, mais il y a le niveau de la propagande, il y a le niveau psychologique, hein, les signaux envoyés de part et d'autre, menaçant de part et d'autre. Et puis, il y a cette frustration croissante des Iraniens qui, depuis l'élimination du général Soleimani, qui était le chef des gardiens de la révolution, et qu'on vient de rappeler du professeur Farizadeh, qui était le chef du programme nucléaire iranien, depuis ces éliminations, les ayatollahs ont juré la revanche, la vengeance. Mais depuis, ils n'y sont pas arrivés. Ils ont déjà tout essayé. Ils ont essayé en Israël même. Ils ont essayé de saboter par des attaques cyber des hôpitaux, de l'eau potable d'Israël. Ils ont ensuite essayé d'attaquer des ambassades, dont celle d'Israël en Inde. Ils ont essayé d'attaquer même des hommes d'affaires à Chypre, en Turquie. Ils sont tellement désemparés, tellement désespérés que maintenant ils vont s'en prendre à des familles de touristes qui se baladent dans les rues d'Istanbul. C'est à quel point les Iraniens n'arrivent pas à trouver la faille. Et même là, eh bien, dans un pays qui n'est pas tellement hostile à l'Iran, d'ailleurs, qui a des très bonnes relations économiques avec lui, la Turquie, eh bien, même là, les services de sécurité turcs ont décidé de travailler main dans la main avec le Mossad et ont arrêté des cellules terroristes qui allaient effectivement soit kidnapper, soit éliminer de simples touristes israéliens pour marquer un point évidemment psychologique, car stratégiquement ça ne mène à rien, psychologique, envoyer un signal. Mais là encore, heureusement pour l'instant, ils ont échoué. Et puis il ne faut pas oublier que beaucoup de pays du monde ne veulent pas les laisser faire agir sur le sol et que nous avons encore une nouveauté, ce sont des alliés dans la région que nous n'avions pas auparavant. Nous avons avec nous maintenant les Saoudiens, les Émirats, le Bahreïn. Les Américains essayent de monter une sorte de coalition de Proche-Orient sunnite et israélienne contre l'Iran de 9 pays. Il y a eu des pourparlers déjà la semaine dernière. Donc les Iraniens sont un petit peu acculés, un peu coincés quand même. David Khalfa, je crois que vous vouliez réagir sur les propos de Raphaël Yerushalmi. Oui, non, je voulais rappeler quand même un élément fondamental qu'on a omis de mentionner, c'est quand même l'échec, en tout cas pour l'instant, des négociations
entre la communauté internationale, le P5+1 et le régime iranien sur le retour de l'Iran dans l'accord sur le nucléaire, le JCPOA. Certains disent d'ailleurs que l'accord est en réalité mort aujourd'hui. Et donc c'est dans ce vide diplomatico-stratégique que s'inscrit cette accélération de l'affrontement, cette guerre de l'ombre entre l'Iran et Israël. Et pour le coup, les scénarios sont très, j'ai envie de dire, noirs, parce qu'il n'y a pas d'alternative réelle à la diplomatie aujourd'hui, et on est dans une forme de statu quo extrêmement fragile, où l'Iran, en effet, se rapproche du seuil nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle Israël, en retour, accélère ses opérations contre les dignitaires du régime. Est-ce qu'on est à la veille d'une guerre totale, selon vous, et est-ce que ce conflit est observé chez les Occidentaux avec inquiétude ? Avec inquiétude, certainement. Est-ce qu'on est à la veille d'une guerre totale ? Il est impossible de le dire. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ni la République islamique d'Iran ni Israël ne veulent d'une guerre totale, pour des raisons évidentes, parce que la dynamique d'une guerre, par définition, peut échapper à ses acteurs. Et par ailleurs, cette guerre ne concernerait pas simplement les deux protagonistes irano-israéliens, mais l'ensemble de la région. Tout à l'heure, l'expert israélien parlait d'un front anti-iranien. En effet, ce front anti-iranien, il s'est structuré depuis l'échec des printemps arabes, et aujourd'hui, au grand jour, on voit désormais un certain nombre de manœuvres militaires communes entre Israël et un certain nombre de puissances arabes sunnites, notamment des pays du Golfe. Donc on est dans un contexte extrêmement fragile, très belligène, et on n'est peut-être pas à la veille d'une guerre totale, mais en l'absence d'accord sur le nucléaire iranien, il n'y a pas beaucoup de scénarios optimistes pour une sortie de ce conflit par le haut. Et pour conclure, parce qu'il nous reste une vingtaine de secondes, ça permet aussi au gouvernement israélien de redorer un petit peu son blason ? Sans doute, il y a toujours des facteurs de politique intérieure qui jouent, mais enfin, en tout cas pour le coup, là, sur ce sujet de la menace stratégique iranienne, que certains d'ailleurs en Israël décrivent comme étant une menace existentielle, il y a vraiment un consensus gauche-droite. Donc c'est une stratégie au long cours. Les mots changent, mais la pratique est quasiment la même, simplement elle s'accélère et elle s'élargit. Merci beaucoup David Khalfa d'être venu sur le plateau 64 minutes, et merci à vous également Raphaël Yerushalmi d'avoir été en direct dans ce grand angle.